Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la capitale secouée par une série de tremblements de terre. Et enfin dans l'actualité internationale, sport, les Marocains fiers d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Galal Abdurrahman Jack, chargé de mission à la présidence de la République et personnalité très connue et appréciée à Djibouti, décédé hier à Addis Abeba en Éthiopie. Avec le décès de feu Galal Abdurrahman, notre pays déplore la disparition d'un serviteur mobilisé en permanence en faveur de notre cohésion et vivre ensemble, a dit le président Guelleh. Sa facilité et aisance à trouver continuellement les codes et les convergences de vues avec toutes les composantes culturelles et linguistiques de notre pays étaient indubitablement des signes distinctifs de son intelligence sociale et sans conteste aussi la preuve qu'il était doué en politique, a également inquiété le chef de l'État. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président de la République, exprimant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite, sa compassion et solidarité à sa famille, à ses proches, à ses amis. Figure de proue de la scène publique nationale, Feu Galal Abdurrahman intègre le groupe des jeunes militants de la LPI, l'Alliance politique pour notre indépendance, dans les années 1970, alors qu'il était encore adolescent. Patriarche à la tête d'une importante famille, il laisse derrière lui une épouse ainsi que plusieurs enfants et petits-enfants. Eh bien, je vous disais dans le titre, un séisme modéré de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter a frappé la région du Golfe de Tadjoura très tôt ce matin, provoquant des secousses ressenties jusqu'à la capitale. Ces événements sismiques ont été enregistrés à 82 minutes heure locale par l'Observatoire géophysique d'Arta. L'épicentre du séisme a été localisé à 19 km au nord de la ville, à une profondeur de 8 km sur la face terrestre. La distance hypocentrale était d'environ 21 km selon les rapports initiaux. Intensité macro-sismique dans les zones les plus proches de l'épicentre a été évaluée sur l'échelle de Mercalli, ce qui signifie qu'elle a été largement ressentie par les résidents locaux. Des répliques significatives ont suivi le séisme principal. La plus notable d'entre elles a été une réplique de magnitude 5,2 survenue à 8h53, d'autres répliques dont une magnitude 3,7 à 7h55 et une magnitude 3,6 à 8h17 ont également été enregistrées. Les autorités locales et les services des secours sont en état d'alerte et aucune information sur éventuels dégâts matériels ou blessures n'a encore été communiquée. Les résidents de la région sont encouragés à rester vigilants et à suivre les recommandations des autorités en cas de nouvelles secousses sismiques. Pour assurer la population, il est essentiel de noter que Djibouti-Ville et ses environs sont situés dans une zone sismique active. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les experts en sismologie pour surveiller la situation et assurer la sécurité publique. Il est important de rappeler que la préparation et la sensibilisation sont des éléments clés pour faire face à un tel événement. Suivre les conseils des autorités et de se tenir informés des mises à jour est la meilleure manière de garantir la sécurité des communautés dans de telles situations. Eh bien, suite à cela, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est dépêchée vers le centre de sismologie d'Arta. Rencontrer le docteur responsable du centre sismique Arta. Selon lui, il s'agissait d'un séisme superficiel et modéré, très fortement ressenti dans la capitale et à Tadjoura, contrairement à Arta, où l'intensité de ces tremblements de terre n'a pas été ressentie. Il y a eu là un coup dur de 9 km à Moucha, dans le golfe, un endroit qui reste comme dorsale océanique, a-t-il ajouté. Le préfet de la ville d'Arta, dans son intervention, précisait que l'épicentre a été localisé à 19 km au nord de la ville de Djibouti-Ville, une profondeur de 8 km, soit une distance hypocentrale d'environ 21 km. L'intensité macro-sismique dans les zones les plus proches de l'épicentre, a-t-il ajouté. Le préfet a poursuivi en rappelant qu'il y a une réplique à 8h43 avec une magnitude un peu plus élevée de celle de ce matin qui a enregistré un séisme de magnitude 5,2 à l'échelle Richter dans le golfe de Tadjoura et identifié de type tectonique. D'Arta suit une activité très importante depuis le matin
Donc cette activité a débuté avec un choc principal de 5,2 à l'échelle des Richter. Ces séismes étaient fortement ressentis à Djibouti, Tadjoura et faiblement ressentis sur Arta. Donc son foyer ou l'hypocentre, c'est là où il y a eu la cassure, elle est à 8 km de profondeur. Donc c'est un séisme qui est très superficiel. C'est pour ces raisons qu'il a été fortement ressenti sur Djibouti. Eh bien, suite à cela, les autorités administratives ont réagi rapidement en libérant les employés afin qu'ils puissent se rejoindre à leur famille en toute sécurité. Ces décisions montrent l'engagement du gouvernement envers le bien-être de sa population. À l'heure actuelle, les services de secours restent en état d'alerte, prêts à intervenir en cas de besoin. La coordination étroite entre les autorités locales, les experts en sismologie est essentielle pour surveiller la situation et prendre des décisions éclairées pour assurer la sécurité publique. La sécurité et bien-être des citoyens reste la priorité absolue et les mesures prises aujourd'hui reflètent l'engagement du gouvernement de la République de Djibouti envers la protection de sa population dans un contexte de risque sismique persistant. Vers 4h22, la République de Djibouti a été secouée par un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 Richter. Jusqu'à présent, on ne déplore aucune victime, ni des bâtiments qui s'est effondré. La situation est stable. En raison des tremblements de terre, nous signalons à la population de rester à l'intérieur. Dans notre quartier, aucune destruction ou dédommagement des habitations, des outils d'industrie et des ouvrages, des réseaux d'eau, d'énergie ou de télécommunications n'a été causé. Et bien, tenant compte de la situation, les autorités ont pris des mesures proactives pour garantir la sécurité de la population face aux récents séismes. Les écoles ont été fermées par précaution par le MENFOP, mettant ainsi la sécurité des élèves et du personnel éducatif au premier plan et du personnel d'administration. Et qu'on me rappelle que les autorités administratives vont réagir rapidement en libérant aussi leurs employés afin qu'ils puissent rejoindre leur famille en toute sécurité. Ces décisions montrent l'engagement du gouvernement envers le bien-être de sa population. Et comme je vous le disais, à l'heure actuelle, les services de secours restent en état d'alerte, prêts à intervenir en cas de besoin. La coordination étroite entre les autorités locales et les experts sismologiques est essentielle pour surveiller la situation et prendre des décisions éclairées pour assurer la sécurité publique. Comme la population est de suivre les conseils émis par les autorités et de rester informés des mises à jour concernant la situation sur les antennes de la radio-télévision de Djibouti. Que chacun reprend son enfant. Et tout le monde est là, comme le ministère. Ils ont envoyé un mot, les parents ils reprennent leurs enfants. Et les enseignants sont là pour sauver les enfants qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Hier soir, on a eu un petit séisme donc ce n'était pas assez grave, mais par précaution, aujourd'hui, on a eu une info de la part du ministère. La DG nous a appelé juste avant la rentrée. Donc, comme vous le voyez ce matin, les parents ils viennent récupérer leurs enfants. Et alhamdoulilah, on espère que de khair. Écoutons à présent le chef du service secrétaire exécutif chargé des gestions des risques et des catastrophes, M. Redouane Adel Mahmoud. Comme vous le savez, ce matin tôt, la population djiboutienne a été surprise dans son sommeil par un tremblement de terre. Ce tremblement de terre a été largement ressenti par la population djiboutienne. Et ce matin également, des clics ont été ressentis à Djibouti-Ville. Et donc, face à cette situation, nous appelons à la population djiboutienne à ne pas paniquer et à garder son calme parce que le tremblement de terre et les secousses sismiques, c'est des événements que nous avons toujours connus. Et j'aimerais ici sensibiliser la population djiboutienne au nom du ministère de l'Intérieur et du secrétariat exécutif chargé de la gestion des risques de catastrophes sur les comportements à adopter en cas de tremblement de terre. Alors, avant le tremblement de terre, faut veiller à fixer tout objet et équipement qui peuvent, en raison des secousses, être
endommagé ou chuté et causé des blessures. Nous appelons également la population de préparer, si possible, des trousses de secours. Parce que les trousses de secours ne sont pas nécessaires uniquement en cas de tremblement de terre, mais peuvent être utilisées dans toute situation. Également préparer, en cas de besoin, une de poche pour pallier aux pannes de courant, ainsi qu'une radio alimentée par pile pour s'informer. Donc ça, ce sont les mesures à prendre avant le tremblement de terre. Maintenant, pendant le tremblement de terre, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, il faut vous mettre à l'abri, se mettre à l'abri sous une table solide, par exemple, et garder son calme. Il faut également ne pas quitter le bâtiment que lorsque les environs sont sûrs. Par exemple, après la chute d'objets, tels que par exemple les tôles ou les poteaux électriques. Si vous êtes à l'extérieur maintenant, à l'extérieur des bâtiments, restez toujours à l'extérieur. Ne pas se réfugier dans un bâtiment. Et surtout éviter la proximité des bâtiments, des pans, des poteaux électriques, des grands arbres et d'autres objets. Si vous êtes dans un véhicule, arrêtez le véhicule et ne pas le quitter pendant la durée du séisme. Évitez les pans et la proximité des bâtiments situés au bord de la route. Donc ce sont des mesures standards qui permettent de sauver des vies pendant un tremblement de terre. Donc encore une fois, nous appelons à la population de ne... Bien dans le même sillage, le ministre de l'Intérieur a fait dans l'urgence une déclaration dans ce sens. Écoutons-le. Chers compatriotes, dans la nuit du 28 septembre 2023, à 4h22, vous avez été nombreux à être réveillés par une forte secousse d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter. Par la suite, plusieurs répliques ont été enregistrées par l'Observatoire géophysique d'Ata, dont la plus notable a été enregistrée à 8h53 avec une magnitude similaire à celle de la nuit, mais contrairement à ces dernières, elle fut pour beaucoup moins ressentie. Les épicentres de ces séismes sont localisés à l'extrémité sud-ouest de la fosse d'Obok. Alhamdulillah, jusqu'à présent, aucun dégât humain n'a été enregistré selon nos services compétents. Comme à l'accoutumée et en pareille circonstance, les dispositions nécessaires ont été prises et les autorités publiques suivent de près l'évolution de la situation. Aussi, chers compatriotes, je vous invite à faire preuve de vigilance, tout en ne cédant pas à la panique. Par ailleurs, je vous exhorte à suivre les consignes de sécurité communiquées par les services concernés et notamment par la direction de la protection civile. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et pour rappel, les autorités continueront de surveiller la situation de près et fourniront des informations à mesure qu'elles deviendront disponibles. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi sous l'égide du ministère de l'Intérieur, l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, sous son acronyme l'ANCI, a orchestré ce matin la 2e édition de la Journée internationale de l'identité au Palais du Peuple. Le thème choisi pour cette année est l'inclusion, la protection et l'utilité de l'identité, qui met en lumière l'importance d'une identité légale et reconnue. La cérémonie commémorative de cette journée internationale de l'identité a été présidée par M. Saïd Nouh Hassan, ministre de l'Intérieur. Elle a également vu la participation de M. Ismaël Abdo, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, ainsi que M. Doual Saïd Mahmoud, directeur général de l'Agence nationale
des personnes handicapées, et ainsi que le directeur général de la NCI et le directeur de la population, en présence de la représentante du FUNUAP, aux côtés d'autres hauts responsables et cadres. Cette journée, communément désignée sous le nom de journée de l'identité, met en évidence l'importance cruciale de la possession d'une identité légale et reconnue. Elle est constituée d'un forum de réflexion essentiel sur les enjeux liés à l'identité de notre société moderne. C'est un honneur pour moi de participer à cet important événement sur l'identité légale. Comme son nom l'indique, le FUNUAP et l'Agence des Nations Unies pour la population. Et un de ses objectifs est donc de contribuer à la collecte de données sur la population à travers plusieurs opérations comme le recensement et surtout l'état civil sur lequel sera axée mon intervention aujourd'hui. Parce qu'il s'agit, avec l'état civil à la naissance, qu'on acquiert une identité, la toute première identité, donc je vais axer mon intervention sur cette partie. En fait, des millions de personnes naissent et meurent sans laisser de traces de leur existence dans les registres juridiques officiels. Eh bien, voici les propos du directeur de la NCI. L'événement auquel nous participons aujourd'hui, dans le thème inclusion, protection et l'identité et utilité de l'identité, est avant tout un événement de sensibilisation lancé par les autorités gouvernementales de plusieurs pays dans le monde pour qu'elles reconnaissent officiellement la journée nationale de l'identité. La cérémonie commémorative de la deuxième édition de la Journée internationale de l'identité vient rappeler la nécessité d'identité pour tous, à l'effet de rendre les personnes visibles, tout en leur permettant d'exercer leurs droits civiques ainsi que leur inclusion sociale et financière. Avoir la preuve de son identité est un droit fondamental et une nécessité pratique pour l'expérience humaine, notamment dans le contexte de transformation numérique de la société. Très peu de sociétés jouent un rôle aussi fondamental dans nos vies que l'identité personnelle. Et pourtant, le monde ne le commémore pas assez. Grâce à cette journée commémorative, nous espérons promouvoir un récit responsable sur l'atout humain le plus important, à savoir notre identité. Distingués, invités, l'identité est au cœur de notre existence moderne. Elle est l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'individus. Et dans un monde de plus en plus numérique et connecté, la protection de cette identité est devenue une préoccupation majeure. Eh bien, comme je vous le disais, cette journée, communément désignée sous le nom de la journée identité, met en évidence l'importance cruciale de la possession d'une identité légale et reconnue. Elle constitue un forum de réflexion essentiel sur les enjeux de l'identité de notre société moderne. Voici les propos de la ministre des Affaires sociales. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur de célébrer avec vous la Journée internationale de l'identité, dont le thème retenu pour cette année est inclusion, protection et utilité de l'identité. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce matin vise à nous rappeler l'importance et l'utilité de l'identité pour permettre aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits, leurs responsabilités de manière juste et équitable pour une société toujours plus inclusive. Comme vous le savez, une société forte et équilibrée qui inspire confiance ne sont possibles que si chaque individu dispose d'une identité légalement reconnue dès sa naissance, lui garantissant des droits, des devoirs, l'accès aux services sociaux de base, l'inclusion financière et la réussite socio-économique. L'organisation de cette journée nous renforce dans cette conviction, notre ferme engagement à moderniser notre système d'identification. C'est dans ce cadre que la politique nationale de lutte contre la pauvreté,
le système d'identification est l'une des conditions primordiales d'accès aux aides et programmes sociaux. Dans ce domaine, comme l'a rappelé le directeur de l'ANPH, et depuis 2013, le MAS dispose d'un registre social comprenant les données socio-économiques de plus de 100 000 ménages, ce qui représente 560 000 individus sur tout le territoire djiboutien. Cette base de données nationale s'est imposée par le ciblage de bénéficiaires des programmes sociaux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et de ses partenaires, tels que les programmes de transfert monétaire, le programme de distribution de vivres, le programme d'assurance maladie universelle, le programme PASS, le programme d'octroi au logement avec le partenariat droit au logement de la Fondation Ismaël Omar Guelleh et également des programmes d'accès au crédit. La convention signée entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'ANPH la semaine dernière s'inscrit donc dans cette logique. Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont convenu de renforcer l'inclusion des personnes handicapées, mais aussi et surtout de faciliter l'interopérabilité du registre social du MAS et du système biométrique de l'ANPH. Fort de ces engagements auxquels il a souscrit, mon département s'investira davantage dans la protection sociale des personnes à plus forte vulnérabilité que sont les personnes handicapées. Eh bien, voici les propos du ministre de l'Intérieur lors de cet événement. Cet événement, intitulé « Journée de l'identité », souligne, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'importance de pouvoir posséder une identité légale et reconnue. La date choisie pour la journée de l'identité, de par le monde, en l'occurrence le 16 septembre, même si nous la fêtons aujourd'hui le 28 septembre, fait référence à l'objectif 16.9 des objectifs du développement durable qui appelle à fournir une identité légale à tous d'ici 2030. Excellences, Mesdames et Messieurs, conformément à ces fondamentaux de l'identité, la République de Djibouti a, dans un souci d'assurer une meilleure garantie de sécurité des documents administratifs et identitaires des usagers de l'administration djiboutienne, a mis en place un registre national biométrique de la population ayant pour objectif de produire des titres sécurisés et une statistique démographique fiable. C'est pourquoi le gouvernement de Djibouti, par le biais, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est engagé dans un vaste programme pour fiabiliser les titres de sécuriser ainsi que les documents administratifs et de fluidifier par la même occasion l'accès de la population djiboutienne aux services d'état civil. Cette réforme qui avait pour objectif de jeter les bases de l'administration numérique a été enclenchée avec la réforme du cadre juridique et notamment par la promulgation de la loi numéro 39 AN 19 de la 8e législature de janvier 2019 qui portait création du registre national des personnes physiques ainsi que l'établissement du numéro national d'identification dans son acronyme appelé NNI. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, accompagné du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabalé, du président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Beuh Goudadé, s'est déplacé lundi dernier dans la localité de Omar Djaga, de la région d'Arta. En effet, le ministre a procédé à l'inauguration officielle du nouveau centre de santé flambant neuf et entièrement équipé pour subvenir aux besoins sanitaires de la population de Omar Djaga et de ses environs.
Rappelons que la construction de ce nouveau poste de santé répond en effet à un impératif gouvernemental d'assurer une meilleure couverture sanitaire dans notre pays à travers un renforcement des structures de niveau 1 de la pyramide sanitaire. Il s'agit là de la stratégie émanant de la politique sanitaire elle-même, inspirée de la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour garantir un meilleur accès et assurer une couverture maximale de l'offre sanitaire sur l'ensemble de notre nation. Eh bien, le ministre de la Santé a indiqué durant la cérémonie d'inauguration du poste de santé qui comprend des salles de consultation, des salles d'hospitalisation et un local pour la pharmacie, façon de doute améliorer et renforcer la santé de la population de cette localité. Ce nouveau poste, a-t-il dit, de santé va dispenser un ensemble de soins curatifs et préventifs de santé de base en assurant le suivi médical des groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes et ceux souffrant des maladies chroniques. Eh bien, après l'inauguration du poste de santé, le ministre de la Santé, accompagné par ses entretenus avec la population de Omar Djaga, les leaders communautaires de localité de Omar Djaga, ont remercié le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour ce projet de construction du poste de santé de la localité de Omar Djaga. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla, a indiqué que son département est entièrement équipé de ces postes en matière médicaux essentiels et a affecté un personnel qualifié en vue d'une meilleure prise en charge sanitaire des habitants de Omar Djaga. Le ministre a ainsi exhorté la population locale à tirer profit de l'accessibilité de ce poste de santé et à veiller à sa pérennisation. Il a ainsi dit que cette nouvelle construction de ce nouveau poste de santé répond en effet à un impératif gouvernemental d'assurer une meilleure couverture sanitaire dans notre pays à travers un renforcement des structures de niveau 1 de la pyramide sanitaire. En effet, le ministre a procédé à l'inauguration officielle de ce nouveau centre de santé flambant neuf et entièrement équipé pour subvenir aux besoins sanitaires de Omar Djaga et ses environs. Ce nouveau poste de santé va dispenser un ensemble de soins curatifs, préventifs de santé de base, en assurant le suivi médical et de groupes vulnérables. Et dans notre magazine de ce soir, les grandes opérations de réhabilitation urbaine préconisées dans le projet intégré des résorptions des bidonvilles et conduites par l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, son acronyme ARULOS, ne sauraient s'épanouir sans ajouter à l'équation et à la dimension humanitaire du projet. Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de restructuration des quartiers neufs des Balabala anciens, considérés comme bidonvilles de la commune de Balabala, parmi les 13 autres quartiers précaires ciblés par le programme Zéro Bidonville. Ces quartiers ont fait déjà l'objet de restructuration et d'alignement et est aujourd'hui en phase de relogement. Malgré les quelques maisons en dur et des bâtiments qui poussent comme des champignons, plus des opérations de restructuration, la population habitant dans cette zone est confrontée aussi à des risques liés aux pluies, aux incendies, une mauvaise condition d'hygiène causée par la promiscuité des logements. D'ailleurs, la première phase des 23 ménages, totalement impactés par les opérations de restructuration en cours des quartiers neufs des Balabala anciens, sont relogés et déménagés à Nassib, à Balabala Sud, pour les acquérir sur un site entièrement viabilisé et équipé. Ces ménages impactés ont tous bénéficié de l'attribution des parcelles et de la reconstruction de leur logement, avec un accès aux services urbains, voirie, eau, électricité, assainissement et drainage, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de l'habitat. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'avoir eu cette chance d'être parmi les habitants des Balabala anciens qui ont profité du programme de relogement, a-t-il dit, car la maison dans laquelle je vivais avec ma famille, dans mon ancien quartier, a fait l'objet de restructuration et d'aménagement. Depuis, par le biais des programmes Zéro Bidonville, l'agence de réhabilitation urbaine et de logement social nous a relogés sur un site bien équipé à Nassib, dans des logements neufs, décents et résilients, et j'en suis fier. Ainsi, Mme Hawa, qui est l'une des bénéficiaires des programmes de relogement des quartiers neufs des Balabala anciens, a précisé que de nouvelles maisons avec branchement d'électricité et en eau ont été mises à leur disposition. Elle a rajouté qu'aujourd'hui, dans ce nouveau quartier, bien aménagées, elles sont à l'abri des contraintes et risquent du mal logement. Il faut noter également,
avec les travaux de recul des façades réalisés en cours au quartier NF des Balabala anciens. Plus de 60 logements ont déjà vu leurs conditions d'habitat améliorées grâce à la reconstruction des parties impactées par l'emprise de la voie dans le quartier NF des Balabala anciens. Parmi ces bénéficiaires des travaux de recul, M. Mahdi a affirmé que sa maison a été affectée par l'emprise de la voie et il a bénéficié de la reconstruction de la face et d'une chambre. Dans la continuité de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, le financement additionnel entend élargir leur périmètre d'intervention des investissements d'infrastructures du projet initial en introduisant des opérations de restructuration et de mise à niveau de nouveaux quartiers précaires ciblés par le programme Zéro Bidonville dans la commune de Balabala. Il convient aussi de souligner que les autres ménages seront relogés progressivement avec des démarrages effectifs des travaux et de nouvelles voies intérieures en cours de ces quartiers et la reconstruction des équipements sociaux et suite à la réalisation d'une voie de 1 km pour désenclaver le quartier. Dans le programme Zéro Bidonville, initié par l'excellence M. Ismaël Oumerguele, premièrement, on a fait les études de 13 quartiers précaires, dont 10 sont au niveau de la commune de Balbala et 3 aux communes de Blaus. Dans un premier quartier pilote, qui est Balbala Ancien, on a déjà fait une première voie de 1 km 2, dont 60 logements ont déjà vu leurs conditions de vie améliorées, avec le recul de façade et la reconstruction. Maintenant, on a commencé 2 autres voies à l'intérieur de Balbala Ancien pour mieux désenclaver. Durant ces travaux, on était obligé de faire des reculs de façade et d'autres qui ont été totalement impactés, qui est au nombre de 23, ont été relogés dans le site de relogement qui est à Nassib. Et ces 23 ménages ont pu bénéficier d'une parcelle équipée d'eau, d'électricité et bien sûr un système d'assainissement. Sans oublier à proximité des équipements qui est déjà le complexe scolaire qui est presque achevé et d'autres équipements qui seront à venir. Ce n'est pas que ces 23 ménages qui seront objets de relogement. Il y a bien sûr les autres équipements qui seront construits à Balbala Ancien, dont les ménages qui sont déjà installés feront l'objet d'un relogement. Comme vous pouvez voir, le chantier est en cours. Un premier relogement pour le CDC qui est 20 logements et bien sûr d'autres équipements sont à venir comme le multisport, les terrains de sport et bien d'autres qui seront au fur et à mesure relogés à Nassib. Aujourd'hui, la réalisation de la première phase des relogements des ménages impactés par des opérations de restauration ont joué un rôle très important dans la continuité de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville et a changé les conditions de vie de ses habitants qui ont pu bénéficier de ces programmes avec la reconstruction de leur logement, avec accès aux services urbains. Direction le sud du pays où hier soir la ville de l'Unité s'est rassemblée en communauté à l'esplanade de la préfecture de Dikil pour célébrer le Mawlid el-Nabi, une soirée sacrée qui a marqué l'unité et la ferveur religieuse de la région. Organisée avec une dévotion sincère par la population dikiloise, cette commémoration a attiré un ensemble impressionnant de personnalités éminentes de la région, notamment le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, du préfet adjoint Idriss Hussein Abbas, du chef d'échelon de la police, Suleiman Farah Wale, ainsi que de nombreux élus locaux, hauts cadres et autorités coutumières et religieuses de la région. Accompagné d'une foule enthousiaste des Dikilois, le Mawlid el-Nabi est une célébration de la naissance du prophète, l'islam, Mohammed, que la paix soit sur lui, lié à travers le monde musulman. Elle est la traditionnelle honorée le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, le 3e mois calendrier islamique. Dikil a marqué cette occasion spéciale avec des récitations du Coran, des prières ferventes, des conférences éclairantes qui ont mis en lumière la vie et les enseignements du prophète Mohammed, que paix soit sur lui.
فيا بدر تجلى مرحبا يا رسول مرحبا مرحبا ارحمنا جميعا مرحبا صلوة المنير مرحبا بزيارة القاصدين مرحبا مرحبا نبي مرحبا. Régional à présent, où la célébration du fête Maulid el-Nabi s'est tenue en Somalie. Des grands événements commémorant le 12e mois Maulid, date la naissance du prophète Mohammed, ont lieu dans les grandes villes de la Somalie. Des universitaires, des fonctionnaires de la plupart somaliens se sont rassemblés pour ces événements à Mogadiscio, à Doussamareb, à Galkayo, à Baydaba et d'autres autres villes du pays. Rappelons que le président de la République de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, qui se trouve dans la ville de Doussamareb, a félicité les peuples somaliens et les nations islamiques en général en ce grand jour qui marque la naissance de notre prophète. L'événement organisé, la présidence s'est déroulée en présence du vice-ministre des Affaires religieuses du gouvernement somalien, Salah Sharif, qui a déclaré que la commémoration de la glorification de la naissance du prophète sont une obligation pour tout musulman. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Cette décision de la Confédération africaine de football a ravi les Marocains qui ont accueilli la nouvelle avec un sentiment de fierté et d'espoir pour les jeunes générations de footballeurs du pays. À proximité de la ville, Leila Taoussi est venu encourager son fils qui joue dans un club local. Le fait d'organiser le CAN 2025 est une grande opportunité pour les Marocains et pour le Maroc. Ça va faire connaître le Maroc et ça va faire connaître aussi le football marocain. Nous allons recevoir des équipes des différents pays, a-t-elle rappelé. C'est vrai que ces motifs dans les mêmes enfants, mon enfant, a-t-elle rappelé, par exemple, a commencé à s'intéresser au football juste après la participation du Maroc au Mondial du Qatar. Rappelons-le, le Maroc va organiser une Coupe d'Afrique des Nations CAN pour la première fois depuis 1988. Le Royaume avait été désigné en 2015 avant de demander un report à cause de la propagation du virus Ebola, bien que la CAF ait ensuite décidé de retirer les droits d'organisation à la nation nord-africaine. Pour Mohamed Larif, entraîneur d'une équipe de football pour enfants, le Maroc aura plus de facilité à organiser un événement d'une telle ampleur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télévision Djibouti et bon week-end à vous.